La vidéo que je vous ai envoyée, qui s'appelle British versus American Accents, est une vidéo qui fait en fait partie d'un mouvement viral qui a été développé dans les années 2010 sur Internet. Comme vous le voyez, c'est une vidéo qui a plus de 4 millions de vues en 2021, au moment où j'enregistre moi-même cette vidéo. Euh, les questions qu'elle contient sont extrêmement intéressantes pour la phonétique pour plein de raisons différentes. En fait, la liste de mots dont elle parle, c'est une liste qui vient d'une étude menée à Harvard par un linguiste qui s'appelle Birdvoe. Et Birdvoe a travaillé en 2003 sur les accents de l'anglais américain. Il se trouve que les questions qu'il pose sont extrêmement intéressantes pour comprendre la façon dont les anglophones parle anglais, évidemment, et a donc la liste de certains de ces mots, puisque en fait, il y a plus de 100 questions qu'il pose aux gens, qui sont des questions lexicales, qui sont des questions de phonétique. Par exemple, quelle est la première voyelle dans tel mot? Comment est-ce que vous... Qu'est-ce que The City, par exemple? Comment est-ce que la nuit avant Halloween s'appelle? Comment est-ce que vous appelez, je sais pas, l'appareil que vous utilisez pour changer comment ça s'appelle, enfin, télécommande en fait, hein, ce qui pose plein de problèmes pour plein d'anglophones. Et donc, cet immense questionnaire, avec donc une cinquantaine de questions de phono, et puis 75 pardon, de questions de lexique, et donc de mots, de vocabulaire, a été dévoyé et utilisé pour mon plus grand plaisir, et pour le plus grand plaisir des linguistes, sur Tumblr, puis sur YouTube. Il y a près de 700 000 vidéos qui s'appellent Accent Tag, Accent Challenge. Certaines sont vues plus de plusieurs millions de fois, hein, un petit peu comme ces deux jeunes femmes-là. Et donc, elles se prêtent à la lecture d'une liste de mots. Il se trouve que ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une comparaison entre l'accent britannique et l'accent américain. Les deux jeunes femmes que vous voyez sont extrêmement compréhensibles, c'est-à-dire que de ce que j'entends, pour le moment, hein, en ayant regardé donc cette vidéo, hein, leurs accents correspondent peu ou prou à une sorte de RP avec des caractéristiques très reconnaissables de l'anglais britannique, et c'est ça qui va m'intéresser. C'est pas particulièrement qu'elle parle un anglais qui appartient à une variété ou à une région qui nous plaît, hein. C'est vraiment qu'on peut reconnaître des éléments qui vont nous faire dire, ok, cette locutrice-là, sans aucun doute, elle est britannique. Ce que je vais faire, c'est transcrire certains des mots qu'elle prononce. Donc, regardez et suivre la vidéo un peu à chaud, c'est-à-dire que je vais faire des pauses et puis je vais vous montrer divers éléments. Si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire celle que j'enregistre, hein, mieux vaut avoir déjà regardé celle des deux locutrices anglophones une première fois pour vous être un peu fait l'oreille. Bien sûr, vous voyez, hein, sur YouTube, vous avez toujours l'occasion de mettre les sous-titres et c'est toujours très bien en fait. Elles commencent, donc une fois qu'elles se sont présentées, une fois qu'elles ont dit comment elles se sont rencontrées, tout ça, elles ont fait un peu la pub l'une pour l'autre. Donc on est sur la chaîne de Sarah, qui est l'américaine. Et donc, une fois que on a mis un peu comment ça s'appelle, les petits éléments de contexte en place, on va voir aussi la façon dont elles vont pouvoir parler de leur accent. Je ne vais pas commenter tous les mots, je vais surtout commenter les mots qui ressemblent, qui sont donc ceux du cours, en vous donnant un petit time code, c'est-à-dire en vous disant, ok, ça ressemble à ce qu'elles ont dit, minute, temps. Je marquerai le mot, je ferai les deux transcriptions, et puis on en discute après. Ok, leur façon de dire herb et hub est hyper intéressante parce que, donc je vous les ai transcrits, hein, comme vous le voyez en rouge, je ferai les transcriptions en RP, en SPI, et puis en américain, elles seront en bleu, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est marrant parce qu'elles se rendent pas compte tout à fait de ce qui est problématique. Évidemment que la britannique, comme vous l'entendez, hein, elle allonge bien le hub, hein, elle nous fait bien
ce sont ci, hein, donc c'est-à-dire le A de girl, hein, qu'on entend parfaitement. Et la locutrice américaine, en fait, elle a du mal à se débarrasser de son R. Elle se rend pas compte que ce qui pose problème, c'est pas le H, c'est le R après. Et donc, elle essaie de faire herb, mais on entend hyper bien ce truc-là, en fait. Donc, le A de girl, mais are colored, c'est-à-dire influencé par le R. Et donc, elle fait herb. Et c'est problématique. Et c'est ça qui les fait rire. Alors, le timecode de celui-ci, c'est 2,25, 2,32, me semble-t-il. Voilà pour ce petit élément. Le mot juste après herb, c'est super rigolo, que ce soit tomato, qui pose autant de problèmes. Donc vous pouvez le voir, il y a deux prononciations complètement différentes dans les deux variétés d'anglais, hein. Celle-ci, elle est très très documentée, elle est attendue, il y a des chansons, enfin bref. Voilà, vous pouvez demander à vos enseignants, hein, si c'est pas moi, de vous expliquer tout ça. Donc, vous l'entendez très bien, il y a plusieurs phénomènes à voir. Tout d'abord, il y a le fait que les syllabes non accentuées, elles sont vraiment réduites. Et on les entend très peu, en fait, les t là, dans en fait, la première syllabe dans les deux variétés, hein, que ce soit anglais britannique ou anglais américain, finalement, c'est pas super important. Ce qui est bien, c'est que on entend comme ça la réduction des voyelles. Si jamais c'était pas clair avant, vraiment réécouter ce truc avec le t dans les deux variétés, hein. En très gros, ça commence à 2 minutes 32, 33, et puis elles en font jusqu'à 2 minutes 55, quoi, des trucs de tomates. Dans les deux variétés, donc on n'est pas d'accord sur comment est-ce que on sépare les syllabes. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer pourquoi, même dans le premier mot, hein, en basil et basil, hein, vous l'entendez en plus, les trucs étaient très différents. En très gros, c'est la façon dont on sépare les syllabes qui pose problème, et on n'est pas d'accord en anglais britannique, en anglais américain, et donc en anglais américain, sur certaines choses, on va avoir tendance à avoir une variante ouverte, hein, une syllabe ouverte, donc basil, et non pas basil, ici en anglais britannique, comme il me semble, hein, je me souviens plus exactement de comment elle l'a prononcé au tout début. Il me semblait qu'elle le faisait trop long, entre guillemets. Enfin, moi je l'entendais très long, parce qu'en fait, pour quelqu'un qui parle américain, en fait, le A dans basil, c'est très bizarre que ce soit pas une diphtongue. C'est très bizarre que ça sonne pas comme A, puisque c'est A pour moi aussi, hein, très clairement. Ce qui est intéressant, donc enfin, là je vous renvoie vers des enseignants qui sont anglophones, mais britannistes plutôt que américanistes, hein. Ou anglicistes de l'anglais anglais, hein. Ce qui est intéressant, donc, c'est cette différence-ci, mais nous, on la travaille peu, donc on peut la laisser un peu de côté. En revanche, deux phénomènes encore qui nous restent dans la brochure, c'est le thé flappé, et en plus, elle nous dit tomato, of course, comme si c'était évident, alors que on n'a pas fait ça, nous, depuis 2 ans, et c'est évident pour personne, en fait, qu'on ait donc ce thé flappé ou ce thé tapé, là. Et derrière, le E britannique devient O très clairement. Et là aussi, on peut les entendre, les différences entre les deux locutrices. Donc vraiment, je vous conseille, hein, donc là, c'est quelque chose comme 2,32 à 2,55. C'est super intéressant. Là, c'est une énorme différence. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est une énorme différence faite par des locutrices qui découvrent les mots, entre guillemets, de façon spontanée, et qui nous parlent en plus comme si elles étaient dans leur salon et qu'on était un peu dans leur salon, quoi. On continue. Super intéressant aussi, tuna, mais en fait je vais vous dire que c'est super intéressant à chaque fois, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc tuna, c'est un des mots de la brochure, ou c'est plutôt un des phénomènes que l'on étudie aussi. C'est-à-dire que ici, ce qui est intéressant, donc je vais continuer à monter comme ça, hein. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la locutrice, encore une fois, hein, la locutrice américaine, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que les Américains entendent beaucoup moins souvent de télévision, de radio, de choses qui viennent de Grande-Bretagne que les Britanniques, qui ont beaucoup d'imports de films américains. D'ailleurs, c'est ce que la jeune femme britannique dit, hein, enfin, anglaise, hein, dit dans la vidéo.
Donc Cheryl, hein. Ce qui est intéressant, c'est que le ch en fait, donc tuna en réalité, il est représenté par l'une et l'autre comme cette espèce de graphie. Est-ce que tu rajouterais une sorte de tcha? Eh ben oui. Alors du coup, on va faire tcha et tuna. Et l'américaine dit, ok, ça marche. Effectivement, ça fonctionne. Vous avez vu, au fait, j'ai réécrit les timecodes parce que mon écran est beaucoup plus large que ce que vous voyez. Donc là, au moins, vous voyez, hein, c'est entre 2,55, donc la fin de Tomato, et donc jusqu'à 3 minutes 05 pour Tuna, pour ce petit problème qui là est pas embêtant en fait, hein. Elle se rend compte, enfin elle se rend compte très vite de pourquoi c'est prononcé comme ça. Ok, donc même chose pour fertile. Vous le savez, c'est la question de la terminaison en ILE, qui est réduite en américain, qui n'est pas réduite en britannique, et c'est la raison pour laquelle bah, la jeune femme américaine dit ah bah ouais, tu le dis comme c'est censé être prononcé. Alors oui aussi, mais c'est la question de est-ce que on diminue ou pas une syllabe qui n'est pas accentuée. L'américain, en fait, a décidé de soit donc faire un L syllabique ici, soit faire quelque chose comme T, schwa et L, hein. Quelque chose de ce genre-là, hein. Ces deux transcriptions, vous le savez, fonctionnent puisque le dictionnaire accepte enfin, pose plutôt un E, un schwa en superscript, en exposant, hein, et un schwa en exposant, ça veut dire soit il est là, soit il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est que c'est un L qui devient une syllabe. Je continue donc la vidéo. C'est là où la vidéo commence à devenir assez rigolote, puisque normalement, alors, ballet, on s'attendait à ce que, et puis vous le voyez dans la brochure, hein, on s'attendait à ce que peut-être elle parle pas forcément de la même façon. Et laboratory, on ne se serait pas attendu à entendre plutôt, mais c'est à l'oreille, hein, plutôt quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire la jeune femme britannique, donc c'est pour ça que je change mes, euh, ma transcription, hein. Donc la jeune femme britannique nous prononce plutôt ça en disant, oh bah de toute façon, we smush the syllables together, hein. On les réduit en gros, hein. Alors, l'américaine, c'est la Bérésina, hein. Vous l'avez entendu, ce qui est extrêmement intéressant avec la jeune femme américaine, c'est qu'elle essaye vraiment de, à la fois, donc, de changer l'accentuation. Il y a plein de trucs à dire, encore une fois, hein. Normalement, en anglais britannique. Donc là, je vais vous faire la transcription attendue. La transcription attendue, elle met l'accent sur la deuxième syllabe, pardon. Donc, et je ne vais pas y arriver, le bo avec le O de dog, ou laboratory, quelque chose de ce genre-là, hein. Ça, c'est une des comment ça s'appelle, des transcriptions acceptables du dictionnaire. L'anglais américain, lui, effectivement, aurait un truc du genre la, avec donc, accent sur la première syllabe, laboratory. Et là, en fait, on peut pas faire le laboratory plutôt. Donc, soit on fait le laboratory, hein, mais là on est embêté en fait. Laboratory, comme ça, ou laboratory. Et c'est en fait ce qu'elle essaye de faire, un laboratory. Laboratory. Et c'est un peu ça que l'américaine essaie de nous faire. Donc on entend l'accent à la fois sur le A et elle essaie de remonter parce qu'en fait elle a un haut long à négocier. Donc laboratory. Donc c'est pas extrêmement élégant. Bah voilà, c'est un des moments où on a fait ce qu'on a pu avec la brochure, mais en tous les cas, c'est cette question de qui va avoir tendance à réduire les syllabes, hein, la syllabe finale de Ori là, et qui va avoir aussi une prononciation plutôt spontanément avec un Tory. Alors derrière, le problème aussi, c'est que ce mot est souvent réduit à lab.
Et donc, si on pense à ça comme un lab, on va avoir tendance à déplacer l'accent principal, hein, l'accent primaire, sur la première syllabe. Ce qui va poser problème pour le laboratory, qui est la façon normale, entre guillemets, normée et standard dans le dictionnaire, c'est-à-dire pas forcément comme les locuteurs parlent, hein, de prononcer ce mot-ci. C'est pour ça que c'est amusant en fait de comparer le dictionnaire, comparer le cours, et puis regarder avec la vraie vie ce qui se passe dans... Voilà. Vers les 4 minutes, alors comme vous le voyez, j'ai un peu oublié de faire comment ça s'appelle? De donner les time codes, hein, donc vous vous débrouillerez après pour les retrouver, hein. C'est intéressant de voir garage, garage, et ça rappelle là ce que la brochure dit sur le fait que certains mots qui sont empruntés en fait sont perçus comme étant vraiment encore français entre guillemets aux États-Unis, alors que en France, en Grande-Bretagne, pardon, plus du tout. Et donc garage pose pas de problème et est très réduit comme ça avec une accentuation en un, deux, un garage, c'est ce qu'elle dit en fait, mais on accepterait aussi garage, quelque chose comme ça, ou garage en anglais britannique, c'est-à-dire accent toujours sur la première syllabe, mais ça, et ou alors garage, voire garage, mais garage, hein, c'est ça le truc important, c'est le fait que l'accentuation tombe sur la première syllabe. En anglais américain, et en tous les cas, ce qui est prononcé là par cette jeune femme, on voit que garage, qui est pas du tout d'ailleurs ce son-là, excusez-moi, j'étais fatiguée. Euh, oh, c'est marrant parce qu'en le transcrivant, je me suis dit, mais il y a un problème en fait. Eh bien, voilà, j'en perds tous mes moyens. Voilà. Donc, garage. Sans D d'ailleurs, mais on pourrait avoir garage, sonne comme ça pour nous rappeler l'origine française de ce mot, en tous les cas là dans cet emprunt. Origine française ou origine étrangère, hein, vous savez qu'il y a une règle à l'italienne ou une règle à la française, ou en tous les cas des mots d'emprunt. On va attendre une chose du type 1, 0 en anglais britannique, là où certains emprunts en anglais américain vont être plutôt sur le type 0,1 et vous aurez bien sûr reconnu un 0 et un 1 ici, décidément. Voilà, hein, je ne suis pas à l'abri de petites bêtises. Euh, Désolé. Ok, un point intéressant sur le mot bathroom. Alors, on n'attendait pas à ce qu'elle prononce à peu près la même chose, mais la Cheryl, donc la jeune femme anglaise, explique qu'en fait, si elle prononce pas comme blablabla. Blablabla. Bon, on a un point de lexico gratuit sur le fait que les différences britanniques américaines, évidemment, elles sont aussi enfin, de façon très prégnante sur le vocabulaire, hein, sur les choses qui sont euphémisées, c'est-à-dire qui n'ont pas à être prononcées, ou qu'on peut deviner sans l'en parler tout à fait, hein, c'est-à-dire bah, est-ce qu'on va aux toilettes ou est-ce qu'on parle de la pièce d'eau, etc. Il parle ensuite de WC en France. Mais ça m'emmène vers un truc que je trouve hyper intéressant, encore une fois, c'est-à-dire la question de comment ils prononcent le mot France. Et c'est ça qui est important en fait. En phono, ce qui est super intéressant, c'est d'écouter les petits mots et pas forcément ceux sur lesquels on vous attire l'attention. Il se trouve que donc Cheryl, hein, la britannique, on parle de France. Et là, on entend d'ailleurs le T, mais surtout, ce qu'on entend de très britannique ici, c'est le respect de la règle en ANCE, hein, vous savez, les mots en ANCE, normalement, le A qui devrait se prononcer S se prononce A, en France. Et l'américaine dit Yeah, in France. In France. Hein, in France. Et vous le savez, dans certains cas, il se trouve que le A de cat et le A se retrouvent un peu fusionnés, hein. Il y a une sorte de phénomène de, non pas de coalescence, mais il y a en fait une prononciation. C'est pour ça que par exemple en Mary ou marriage, le A, qui sera un A de cat, est en fait prononcé aussi, ou pourrait être plutôt transcrit comme étant un E. Là, on l'entend.
on l'entend vraiment très bien. Et il y en a une qui fait ah bah oui, en France, machin. C'est la britannique, donc Cheryl. Et puis l'américaine dit ah oui, in France. Patati patata. Donc Sarah. C'est très très bien d'avoir les deux l'une après l'autre. C'est vraiment ce genre de choses-là qui sont super intéressantes à étudier quand on fait de la phonétique ou de la phonologie, hein. Ok, donc il y a cette horreur. Et cette horreur, c'est vraiment la bête noire de quand on fait de la phonétique. C'est-à-dire que, donc normalement, on s'attend à ce que. Donc là, il faut regarder la forme en noir, hein, c'est-à-dire le mot tel qu'il est écrit en orthographique, hein. Advertisement, c'est quelque chose auquel on s'attend en anglais britannique. Alors qu'en anglais américain, on s'attend à 20100, advertisement, hein, advertisement, quelque chose comme ça. Il se trouve que, alors pour une raison qui nous échappe, mais en fait, alors est-ce que c'est parce qu'elle veut être contrariante? Est-ce que c'est parce qu'en fait elle n'a pas vraiment réfléchi à son mot? La première chose dite par l'anglaise, hein, par Cheryl, c'est advertisement, un advertisement. Mais en fait derrière elle dit ah non, en fait je le dis pas comme ça, et elle nous donne la deuxième version. Et en fait heureusement pour moi, hein, en tant que prof de phono, la deuxième version c'est la bonne. Donc elle, enfin c'est-à-dire que c'est la bonne, c'est celle à laquelle on s'attend de façon prototypique. Et elle dit ah bah oui parfois patati. Et elle en fait elle n'entend que le fait qu'elle refasse pas le ticement. Moi, ce que j'entends clairement, mais est-ce que c'est parce que je suis fatiguée, etc., etc., hein, j'entends clairement qu'elle nous met l'accent, elle déplace l'accent en fait de la première syllabe, elle le referme, elle le descend à la deuxième syllabe. Et ça sonne comme de l'anglais. Advertisement, elle nous dit enfin. Normal, je suis pas très sûre, je suis pas très sûre, etc. Mais vous le savez, ça vous arrive, hein, quand on vous demande aussi de prononcer un mot, bah, ça arrive que vous disiez, attends, je sais pas en fait, hein. Et l'américaine, alors au début, elle nous fait un truc complètement baroque, un peu exagéré, et puis en fait, elle se rend compte que finalement, ces deux versions sont pas extrêmement loin. Donc, advertisement, enticement. C'est comme ça que elle va le prononcer. Et même si donc elle dit en fait oh là là, c'est un truc un peu, non pas plouc, hein, mais il y a un peu de ça. Et en fait non, hein. Et donc là heureusement, grâce à leurs deux façons de prononcer la même chose, on retombe un peu sur nos pattes. Comme elle commence à être un peu longue, je vais arrêter cette vidéo là et éventuellement reprendre avec la fin de cette vidéo. C'est-à-dire que là, j'aurais traité les 6 premières minutes seulement. Et donc, vous pouvez le voir, hein, il y a un énorme appareil de commentaires sur une vidéo extrêmement courte. Et j'en suis bien désolée, mais j'espère que ça vous aura appris des choses.